Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Comment la Lune s'est-elle formée ? C'est un véritable mystère pour lequel il n'y a pour le moment pas de réponse tranchée. La Terre est la seule planète tellurique du système solaire avec une grande lune, il a donc dû se produire un scénario peu commun. La Lune aurait-elle pu être capturée en orbite terrestre après s'être formée dans une autre région ? Cela semble improbable. Il aurait fallu une chance inouïe pour que les vitesses des deux objets s'accordent parfaitement. Par ailleurs, les premières missions d'étude de notre satellite ont permis de déterminer que sa surface est constituée du même matériau que la surface terrestre. Il faudrait donc plutôt chercher vers un événement commun qui aurait engendré la naissance des deux astres. L'hypothèse aujourd'hui privilégiée est ainsi celle d'une collision entre deux corps, Gaïa et Theia, il y a environ 4,5 milliards d'années, juste après la formation du système solaire. De cet impact gigantesque seraient nées la Terre et la Lune. Leur matière originale aurait été si bien mélangée qu'elle semble aujourd'hui avoir la même composition, du moins en surface. En effet, quand on regarde à l'intérieur de la Terre, à l'aide d'ondes sismiques, on remarque des irrégularités. Deux régions qualifiées de superpanaches se caractérisent par une circulation moins rapide des ondes sismiques, ce qui semble indiquer qu'elles seraient plus denses. Une équipe chinoise pense être en mesure de dire que c'est parce que la matière qui les compose serait un reliquat de Theia, l'impacteur de la taille de Mars, qui aurait pulvérisé une bonne partie de l'ancêtre de la Terre et abouti à la formation de la Lune. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une simulation de l'impact à l'aide d'une nouvelle méthode de calcul de dynamique des fluides, conçue pour représenter fidèlement les mélanges de matière. Cela leur permet de conclure que Gaïa et Theia ne seraient pas si bien mélangés que ça. La Lune et le manteau supérieur de la Terre seraient effectivement constitués en grande partie du résultat de l'impact. Les parties les plus profondes de la Terre conserveraient en revanche la composition originale de Gaïa, sauf bien sûr les deux superpanaches qui seraient plus proches de Theia. Cette conclusion renforce à la fois l'hypothèse de la collision et apporte une nuance à celle-ci. Il devrait ainsi être possible de découvrir des traces chimiques de cette histoire, de la même manière qu'on a évoqué le cœur de Mars la semaine dernière. Des panaches remontant jusqu'à la surface, à Hawaï ou en Islande, pourraient éclaircir la situation. Si c'est bien le scénario avéré, on pourrait peut-être également en trouver des reliques sur la Lune, ce qui offrirait un nouvel objectif scientifique de taille pour les programmes d'exploration en cours. Un tel impact a dû avoir une influence majeure sur l'histoire de notre planète, en modifiant considérablement la chimie de sa surface. Si Gaïa avait continué sa route sans faire la rencontre de Theia, aurait-elle des propriétés très différentes de la Terre, une température interne plus faible, un champ magnétique différent ? Pourrait-elle seulement abriter la vie ? Sur ces questions, il faudra probablement rester spéculatif. En l'espace de 2 semaines, on a eu le droit à 2 nouveaux modèles pour la structure interne de Mars et de la Terre. On n'est donc probablement pas encore arrivé au bout des découvertes. Qui sait, l'histoire de la Terre primitive est peut-être encore plus alambiquée. Comme cette émission concerne essentiellement l'espace, on va maintenant tourner notre regard de l'intérieur de la Terre vers l'extérieur de celle-ci, en prenant des nouvelles de 2 moyens de propulsion qui pourraient faire grandement avancer l'exploration spatiale. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que la NASA et la DARPA préparent un démonstrateur de propulsion nucléaire thermique dénommé Draco. Confié à Lockheed Martin, il doit permettre de valider cette technologie ultra prometteuse. On en sait encore peu sur le design final, mais quelques chiffres ont émergé au cours de l'été. Draco devrait offrir une impulsion spécifique, une mesure de son efficacité, d'environ 700 secondes. Pour comparaison, c'est environ 2 fois mieux qu'un Raptor. Si le concept arrive à terme, Draco pourrait devenir la base d'une architecture d'exploration habitée de Mars. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut déjà faire cette première démonstration qui devrait avoir lieu au cours de la seconde moitié de la décennie. Le programme est déjà relativement bien financé et s'est même trouvé un vol. La semaine dernière, la Space Force américaine a ainsi distribué 2,5 milliards de dollars de contrats de lancement à ULA et SpaceX, et parmi les missions attribuées, on retrouve celle qui permettra de lancer Draco. Il s'agira de la mission USS F-25.
En parallèle de ça, on remarque qu'en France aussi, les choses bougent de ce côté. On a appris le mois dernier la création de Framatome Space, une branche du géant nucléaire français entièrement dédiée aux activités spatiales. En ligne de mire, la fabrication de carburants dédiés, la propulsion, la génération de courant et le travail sur des matériaux de pointe. Framatome pourrait ainsi se trouver dans des programmes américains comme Draco ou Kilopower, ou bien dans les initiatives européennes naissantes telles que Rocketroll. Dans un avenir pas trop lointain, on pourrait imaginer voir des moteurs ioniques alimentés par du courant produit grâce à un réacteur nucléaire spatial. Cela permettrait d'explorer l'extérieur du système solaire de manière bien plus efficace qu'on le fait avec de la propulsion chimique. Pour y parvenir, il faudra donc des réacteurs nucléaires spatiaux opérationnels, mais également des moteurs ioniques de forte puissance. Et de ce côté aussi, les choses avancent. La NASA et Aerojet Rocketdyne viennent ainsi de tester un moteur ionique de forte puissance, le AEPS. Culminant à 12 kW, c'est lui qui doit équiper le PPE, le premier module de la station lunaire Gateway. Il y en aura en tout 3 sur le module et c'est eux qui seront chargés de maintenir la station à poste ou de lui faire faire toutes les manœuvres nécessaires. Leur grande efficacité permettra de limiter fortement les ravitaillements en ergol, ce qui sera un gros atout à si grande distance de la Terre. Aussi puissants soient-ils, ils ne pourront cependant pas fournir d'accélération forte, il ne faudra donc pas trop compter sur eux si une manœuvre d'évitement de dernière minute est nécessaire. Ils seront alimentés par les immenses panneaux solaires du module PPE. On pourrait cependant peut-être voir de tels moteurs couplés à un petit réacteur nucléaire pour aller encore plus loin. Il serait étonnant que la NASA ne pense pas déjà à cette association d'une manière ou d'une autre. La propulsion nucléaire électrique offre des avantages différents de la propulsion nucléaire thermique, moins puissante mais plus efficace. Peut-être que Draco sera ainsi suivi d'un autre prototype exploitant ce concept. Peut-être l'occasion de travailler sur un orbiteur pour Uranus ou Neptune. Parmi les missions qui auraient pu exploiter la propulsion nucléaire électrique, il y a Lucy. Cette sonde de la NASA a décollé en 2021 pour aller explorer pas moins de 10 astéroïdes dans la ceinture principale et parmi les Troyens de Jupiter. Après 2 années de voyage, elle vient de survoler sa première cible, ce qui a été l'occasion d'une petite surprise. Il s'agissait d'un astéroïde de la ceinture principale nommé Dinkinesh. Le survol a eu lieu le 1er novembre et a permis de s'apercevoir que Lucy avait en fait survolé 2 astéroïdes. Dinkinesh possède en effet une petite lune. Il faut donc le voir comme un astéroïde double. Lucy a permis de les caractériser. Dinkinesh fait ainsi 800 mètres de diamètre alors que son compagnon en fait 220. Au plus près de sa rencontre, Lucy s'est approchée à 425 km du duo, avec une vitesse relative de 4,5 km par seconde. Sa caméra longue distance a permis de prendre une série de clichés et la NASA commence tout doucement à les partager. C'est un excellent signe pour la suite de la mission. Lucy fonctionne parfaitement et ses instruments ont l'air adaptés à sa tâche. La NASA va exploiter ces résultats pour préparer le prochain survol qui aura également lieu dans la ceinture principale en 2025. Il s'agira cette fois-ci de l'astéroïde Donald Johanson. Après ça, la sonde mettra le cap vers l'orbite de Jupiter pour aller y rencontrer des astéroïdes troyens. Ces derniers se trouvent au niveau des points de Lagrange L4 et L5 de la planète géante. Certains d'entre eux sont déjà soupçonnés d'être également des astéroïdes doubles. L'exploration du système solaire reste coûteuse et l'agence spatiale américaine doit donc soigneusement choisir ses priorités. Son budget reste contenu en période de forte inflation, ce qui amène à faire des choix parfois douloureux. La NASA vient ainsi de retarder de 4 mois l'attribution d'un contrat attendu pour le développement d'un nouveau rover lunaire. Le LTV doit permettre de transporter 2 astronautes et leur équipement, tout en pouvant également fonctionner de manière autonome. On attendait le contrat pour la fin du mois de novembre, il faudra finalement patienter jusqu'en mars 2024. A priori, cela ne devrait pas avoir de grosses incidences sur Artemis. La première mission à exploiter ce rover sera Artemis 5, ce qui nous place probablement dans les années 2030. Il y a plus urgent et l'agence spatiale a donc décidé de repousser légèrement. Sur Mars, une solution est peut-être en train d'être trouvée pour accommoder le budget de l'effort de retour d'échantillons. Cette aventure menée en commun avec l'agence spatiale européenne risque de coûter autour de 10 milliards de dollars.
Certains commençaient donc à craindre son annulation. Il semble que la NASA aura cependant le budget adéquat et que l'aventure aura donc bien lieu. En contrepartie, l'Agence spatiale américaine risque d'abandonner sa collaboration avec l'Agence spatiale européenne sur le rover martien Rosalind Franklin. L'Europe devra donc se débrouiller seule pour se poser sur Mars. Un défi de taille, mais qui pourrait la placer sur un pied d'égalité avec les agences spatiales américaines et chinoises. On espère donc bientôt avoir des nouvelles du développement de ce rover qui est prévu pour décoller en 2028. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission va continuer en live ce jeudi à partir de 10h sur Twitch, animé par Maxime. Le lien pour venir participer est en description. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira le dimanche 19 novembre et je vous invite également à consulter la description pour trouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se revoit dans 2 jours pour un nouveau dossier de l'espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.